Nous vous remercions beaucoup d'être avec nous au Monde Afrique. Vous avez été ministre des hydrocarbures du Congo. Vous avez été dans les années 90 un des créateurs, derrière le président Lissouba, d'un des principaux partis de l'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui présente d'ailleurs un candidat dimanche. Alors, première question. Dans ces années 90, on croyait au processus démocratique au Congo. Aujourd'hui, on voit ce qu'il advient, des heurts, des refus d'accepter la règle du jeu des démocratiques, le général Makoko, le principal opposant qui est interpellé, qui est emmené en garde à vue. Enfin, tout ça ne ressemble pas à une campagne présidentielle normale. Pourquoi en 25 ans, on a eu cette dégradation totale de l'idéal démocratique? Vous avez parfaitement raison. Il faut savoir que le Congo a connu beaucoup de péripéties. À partir des années 70, des coups d'État, des assassinats, 2 présidents tués le même jour, un cardinal assassiné. Ça s'est passé vous en en 77. Je vais aller en exil bien après. Ça, nous sommes en 77. Mais le peuple congolais est avant tout un peuple paisible. Tous ces événements ont eu lieu. M. Denis Sassou est arrivé aux affaires pendant cette période-là. Compte tenu des difficultés que connaissait le pays à ce moment, et avec le coup de pouce que François Mitterrand, le président français, nous a donné avec son discours de la Baule, donc on a tenu la conférence nationale pour un peu ramener la paix dans le pays, ce qui a été fait puisqu'on a pardonné, et en même temps pour permettre une démocratie et un multipartisme dans le pays. Tout ceci s'est fait. Le président Lissouba a été élu démocratiquement par des élections qu'il n'a pas organisées lui. Mais Denis Sassou Nguesso, qui était président en exercice, est arrivé en 3e position. Il va accepter la règle du jeu démocratique. Il n'avait pas le choix de toutes les manières. Mais c'est lui qui va interrompre le processus démocratique par le coup d'État de 1997. C'est lui qui m'amène en exil, puisque vous avez parlé de mon exil. Depuis cette période, le président Denis Sassou Nguesso n'a de cesse de chercher par tous les moyens à rester au pouvoir. Je le comprends, il y a beaucoup d'handicaps de son côté, il y a le problème de disparu du beach, il y a le problème de Biamalaki, il y a beaucoup de... Il a peur, s'il n'est plus au pouvoir, d'être poursuivi dans les tribunaux, vous voulez dire? Je n'en sais rien, peut-être, mais là aussi je peux dire qu'il a tort de voir les choses de cette manière. Lorsqu'on sert le pays, on doit assumer certaines choses. Et dans le même temps, en Afrique, nous avons en principe des solutions à tous les problèmes. Même son problème à lui, pour lequel il pourrait avoir peur, ça pouvait trouver une solution. Mais justement, est-ce que vous ne trouvez pas que dans les démocraties africaines aujourd'hui, il n'y a pas une tendance quand même pour les nouveaux régimes qui accèdent au pouvoir à poursuivre les gouvernants précédents devant les tribunaux? Donc ceux qui sont actuellement en poste disent attention, est-ce que ça peut être un peu trop systématique cette judiciarisation? Rien n'est pas systématique. Prenez le cas de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a été prisonnier des Afrikaners. Nelson Mandela, les Africains du Sud ont beaucoup souffert de l'apartheid. C'est quelque chose de plus grave même ce qui se passe dans le pays actuellement. Et pourtant, comme savent faire les Africains, Nelson Mandela arrive, il pardonne, il règle. Et nous, à la conférence nationale, on avait fait ce qu'on appelait le lavement de main pour passer... Donc Sassou Nguesso n'a pas à s'inquiéter, s'il n'a plus le pouvoir, il ne sera pas forcément en prison. Voilà. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis votre avis. Moi, mon avis, s'il avait été sage, c'est des problèmes qui pouvaient se régler. Mais aujourd'hui, il a poussé le bouchon trop loin. Le plus dur pour lui, c'est parce qu'il a fait un pouvoir népotique, un pouvoir clanique, un pouvoir familial. C'est ça qui l'embête. Oui, mais alors, quand on voit les opposants peuvent se présenter quand même. Mais ça... Dizaines d'opposants. Ah, mais ça, c'est clair. Mais on peut mettre même 30 opposants. Il va accepter. Parce que lui, il a son système qu'il a mis en place. Il va passer par la force. Vous pouvez être 50, il va dire que c'est lui qui a gagné. Donc les résultats seront fraudés pour vous, c'est sûr. Mais il n'a fait que cela. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection. Toutes les élections qu'il croit gagner, c'est des élections qu'il gagne par la fraude. Des fraudes massives.
des bulletins, des urnes qui sont transportées par les militaires, des dépouillements se font dans les casernes. Mais ça, nous avons vu tout ça. Mais alors pourquoi les partis d'opposition ne boycottent-ils pas le scrutin? Pourquoi ils continuent à aller aux élections? Oui, ça c'est un problème, effectivement. Moi-même, je n'étais pas tout à fait pour qu'on aille aux élections, surtout que les conditions d'une élection équitable, transparente, ne sont pas réunies. Ça, c'est un fait. Et les observateurs internationaux peuvent jouer un rôle, vous pensez? Oui, mais attendez, c'est que l'opposition n'a de cesse de demander à M. Denis Sassou Nguesso de s'asseoir pour qu'on prépare les élections, n'est-ce pas, dans le calme. Ça fait plus de 3 ans qu'on demande un dialogue. Ça fait plus de 3 ans qu'on demande une gouvernance électorale. Tout ça, il le balaie. Il ne veut rien savoir. Et comme la constitution de 2002 qu'il avait lui-même promulguée l'empêchait de se représenter au mois d'août, il a inventé. Qu'est-ce qu'il avait? Il a inventé tout cela, un autre processus, le référendaire, où il est passé. Et puis vous voyez comment il a bousculé tous les calendriers. Ce qu'on n'a pas pu faire, n'est-ce pas, en 5 ans, il veut faire une élection en 15 jours. Ce n'est pas possible. Mais ses partenaires américains, européens, français, est-ce qu'ils ne le poussent pas à être plus respectueux des règles démocratiques? Je suis certain qu'on lui parle. Mais comme tous les tyrans, à un moment donné, ils sont sourds. Hein. Ils n'entendent plus. Je suis certain qu'on lui parle. Il n'est pas très critiqué dans la presse française, dans les médias français. Pour quelle raison? Et c'est ça qui nous étonne. C'est ça qui m'étonne, moi. Ça m'étonne. Pourquoi on n'en parle pas? Il y a eu des morts à Pointe-Noire, il y a eu des morts partout. Il y a eu le problème de disparus du beach. La presse n'en parle pas. Bon, je ne sais pas, il y a des raisons probablement, mais moi je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, mais je le constate. Leur méthode assourdissante que moi je vois, c'est terrible. Bon, je ne veux pas m'engager là-dessus. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que l'opposition peut faire pour obliger Sassou à respecter le résultat du scrutin? Concrètement, techniquement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Aller dans chaque bureau de vote et faire votre propre recensement des résultats? C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons mis en place ce que nous avons appelé une commission technique. Cette commission technique qui mutualise les forces de toute l'opposition républicaine pour nous permettre d'être dans tous les bureaux de vote, pour que nous aussi nous puissions comptabiliser les résultats et les envoyer à notre QG, pour qu'on ne nous modifie pas les résultats qui sont sortis des urnes. C'est ça que nous allons faire. Bien sûr, il va tenter de faire beaucoup de choses, ce qui pourrait provoquer un clash. Nous ne le souhaitons pas. Mais s'il le veut, il y a le peuple devant lui. Nous, notre force, à nous, c'est cette armée céleste, cette armée des hommes qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de kalachnikov, qui n'ont pas de lance-roquettes, qui n'ont pas de tanks. C'est cette armée-là qui n'a que des bras et la bouche. C'est cette armée-là, tous les tyrans. Pourtant, ils le savent, mais pourtant, ils continuent de faire comme ça n'existait pas. C'est cette armée-là que nous allons mobiliser pour dire que c'est fini. À quoi on sent l'exaspération populaire aujourd'hui au Congo contre Sassou? Et aujourd'hui... Parce que vous parlez de clash possible qui ne respecte pas la loi électorale. Tout à fait. Qu'il y a de l'exaspération. Il y a l'exaspération totale. Je vous donne l'exemple de Jean-Marie Moukoko, un des candidats de l'opposition. Jean-Marie Michel Moukoko, il a été chef d'état-major des forces armées congolaises, des FAC. Donc c'est un homme discret. Donc politiquement, on ne connaît pas. Quand on l'a vu pour la première fois, c'est pendant la conférence nationale où il a contenu l'armée pour éviter que l'armée n'aille contre la volonté du peuple. Et en cela, les Congolais lui sont restés grés. Et là, il revient, quand il a vu tout ce qui se passe, il estime qu'on ne peut pas laisser le peuple, le pays aller à volo. C'est pour ça qu'il se présente. Mais, soyez-en sûrs, très peu le connaissent. Et pourtant, quand il va même dans les petites villes à l'intérieur du pays, c'est une acclamation extraordinaire. Et vous voyez, vous pouvez voir dans les vidéos, des jeunes gens qui sont là, qui l'embrassent, qui courent après lui, qui veulent le toucher. Mais la plupart, ils ne le connaissent pas. Ils l'ont baptisé Moïse. Et on l'a baptisé même Moïse. Le sauveur. Mais c'est venu instantanément, spontanément. Tous ces jeunes, dans une ville comme Kaï, des jeunes de 25 ans, ils ne le connaissent pas. Mais ils sont exaspérés, ils cherchent un sauveur. Parce qu'ils en ont marre du système Sassou Nguesso. Et on a vu à Pointe-Noire,
hein, le 20 octobre à Pointe-Noire, la jeunesse est sortie dans l'arme. M. Denis Sassou Nguesso a tiré sur les enfants sans armes, qui ont que des mains nues. Hein. Et vous parlez de la presse ici, on n'en a presque pas parlé. Il y a eu plus de 30 morts. On n'en parle pas. Il y a un véritable problème. Mais qu'à cela ne tienne, nous, de l'opposition, nous disons que nous avons une force, c'est le peuple. Si M. Denis Sassou Nguesso s'entête, ben, il rencontrera le peuple devant lui. Est-ce que vous êtes reçu à Paris? Est-ce que vous êtes entendu dans ce que vous dites? Nous parlons à nos amis français. Ceux qui veulent bien nous écouter, ils savent. De toute façon, la France connaît parfaitement ce qui se passe chez nous. Voyez-vous? Quand on nous parle par exemple des intérêts français, des intérêts de ceci, ben, je trouve ça c'est une blague. Hein? Ce qu'il me parle des intérêts français, peut-être, mais pas les intérêts de la France. Les intérêts de la France n'ont jamais été menacés au Congo. S'ils sont menacés au Congo, aujourd'hui, il n'y a que Sassou Nguesso qui les menace. Parce qu'aujourd'hui, tous les BTP, les chemins de fer, tout ça là, on donne aux Chinois. Ce n'est pas les Français qui sont là. Et pourtant, il y a des gens qui vous disent, oui, voilà, le président Lissouba avait menacé les intérêts de la France. Je dis non. C'est peut-être les intérêts de quelques Français qui ont été mis à mal. Ceux qui sont habitués, dans le cas de la France-Afrique, de se servir. Oui, ça peut les gêner. Mais pas les intérêts de la France. Les intérêts de la France, moi qui vous parle, excusez-moi juste une seconde, moi qui vous parle dans le domaine que tout le monde évoque, donc le domaine pétrolier, moi je peux vous dire, sans cligner l'œil, je vous dis que j'ai sauvé les intérêts de la France, pas les intérêts des Français. Justement, vous avez été ministre du pétrole. Est-ce que le pétrole, ce n'est pas la malédiction du Congo? Parce que justement, tout cet argent de la vente pétrolière, le pouvoir congolais actuel, il peut acheter beaucoup de monde, à la fois au Congo ou à l'extérieur du Congo. Et donc, comment c'est géré le pactole du pétrole aujourd'hui au Congo? De manière générale, en Afrique noire, et surtout en Afrique noire francophone, le pétrole, les ressources minières, au lieu d'être une chance pour ces pays, ça devient une malédiction pour ces pays. Parce que comme ces richesses sont convoitées par beaucoup de monde, on n'hésite pas à mettre un roi télé à la tête d'un État pour bien se servir. C'est ça notre malheur. Et le Congo n'est pas exemple de ce que vous êtes en train de dire. Alors que ce pétrole, par rapport au travail que moi j'ai fait en tant que ministre des Hydrocarbures, qui a rétabli l'équilibre entre les sociétés et le pays, qui fait que le pays engrange aujourd'hui beaucoup d'argent, de l'argent qui peut nous permettre justement de préparer la transition énergétique pour éviter de compter que sur le pétrole, préparer déjà l'avenir, mais cet argent-là, il est jeté, et comme vous le dites si bien, il corrompt les gens pour qu'ils restent au pouvoir. Voilà, c'est ça notre malheur. Et quand vous bougez un tout petit peu, eh bien, on tire sur les gens. Je vais vous donner une information très importante. Par mes propres sources, je me suis rendu compte que M. Sassou a envoyé des jeunes gens en Israël à une société privée, ce n'est pas le gouvernement israélien, pour se former, soi-disant, pour la lutte contre le terrorisme. Ça, en Israël, il y a une expertise, ça, ils savent le faire. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, officiellement, il dit que c'est pour cela. Donc, on les forme pour ça, en Israël. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer au Congo. Ils sont peut-être déjà à Brazzaville. Mais ce n'est plus pour ça qu'ils sont à Brazzaville. Justement, dans la perspective des élections dont nous parlons, ils sont là, ils ont déjà des missions pour cibler des demeures, pour cibler des gens, des opposants. S'il y a quelque chose, comme eux, ils sont bien armés, ils sont bien entraînés, pour aller commettre des crimes. Et ça, donc, j'attire l'attention de la communauté internationale. J'avertis M. Sassou Nguesso à travers votre chaîne pour dire qu'il n'a pas intérêt à faire comme ça. Qu'il n'a pas intérêt à faire comme ça. Je vais envoyer un message à cette société qui a formé ces jeunes gens pour leur dire, c'est à vous de dire à M. Sassou Nguesso qui les a envoyés que vous ne les avez pas formés pour faire ça. C'est un peu tard peut-être maintenant, malheureusement. Ça ne fait rien, il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Mais votre pronostic, là, donc, est
est-ce qu'il reste encore un petit peu optimiste? Est-ce qu'il y a une chance que les choses se passent bien dimanche? De notre côté, les choses peuvent se passer bien. C'est de son côté qu'il y a des problèmes. Comme il sent qu'il perd la main, on ne sait pas ce qui va nous sortir. Mais de notre côté, nous n'avons pas de problème, nous avons le peuple avec nous. Les gens vont voter. Mais le problème qu'on peut rencontrer, il peut empêcher les gens de voter. Parce que nous ne savons pas, comme on n'a pas fait le fichier électoral, comme on n'a pas fait la distribution des cartes électorales, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qu'il va essayer d'utiliser pour empêcher les gens soit d'aller voter. Mais je sais déjà que dans certaines régions, comme il a beaucoup d'argent, comme vous venez de le dire, il est en train d'acheter des pièces d'identité de certaines personnes. Donne-moi ta pièce d'identité, je te donne 20 000. Donne-moi ta pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux qui vont détenir ces pièces, ils vont voter à la place de ceux à qui ils ont pris les pièces. Et ceux-là, quand ils voudront venir voter, ils ne pourront plus. Parce qu'on va leur dire, mais vous avez déjà voté. C'est des pratiques de cette nature qui sont en cours aujourd'hui. Et moi, je ne cesse d'avertir la France, d'avertir la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Mais il faut que les gens nous écoutent. Nous ne sommes pas des vats en guerre, non. Mais nous voulons simplement la paix dans notre pays. Nous voulons l'alternance démocratique. Nous voulons la démocratie dans notre pays. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cet entretien très inquiétant. C'est moi qui vous remercie. Mais très utile. Merci. Merci.